Bonsoir à tous, je suis très heureuse de vous accueillir pour ce nouvel apéro de l'éducation et c'est un grand honneur pour moi d'animer cette thématique, pratiquer des sciences sociales dès 3 ans, ils sont fous ma parole. Eh bien oui, à l'heure où les référentiels sont en train d'être retravaillés, à l'heure où l'enjeu des disciplines est en train de faire rage, faut-il, oui ou non, enseigner des sciences sociales et dès la maternelle? Est-ce une absurdité ou est-ce plutôt une nécessité? C'est de ça, bien sûr, qu'on va essayer de débattre ce soir. Alors, quelques petits mots sur Changement pour l'égalité, car si nous avons la chance d'avoir ces apéros d'éducation, c'est tout simplement parce que Changement pour l'égalité les organise, et Changement pour l'égalité est convaincu que le rôle de l'école doit contribuer à réduire les inégalités sociales. Alors, si ça c'est déjà pas une pratique des sciences sociales, je ne sais pas ce que c'est. Alors, pour CGE, il est nécessaire d'agir au moins à 3 niveaux. Un premier niveau, c'est bien sûr sur le plan politique, non seulement pour, d'une part, dénoncer les inégalités sociales qui se situent au niveau de nos sociétés, mais qui sont reproduites par l'école et qui sont même aggravées par l'école. Ce n'est pas seulement dénoncer ou se plaindre, c'est aussi essayer de devenir une force de proposition et donc vraiment d'essayer d'être un acteur actif dans la politique qui est en train de se jouer sur l'éducation. Et c'est également être un acteur évidemment de changement puisque notre société doit se transformer. C'est agir également au cœur de la classe, au cœur de nos pratiques. Et donc, c'est de permettre de réfléchir ensemble sur les pratiques des enseignants, avec notamment de la formation, avec des GAP, des groupes d'accompagnement et d'analyse des pratiques, et c'est faire connaître d'autres manières d'enseigner, notamment à travers, par exemple, les rencontres pédagogiques d'été. Enfin, c'est agir à un 3e niveau, dans la relation entre les familles et les acteurs de l'enseignement, et c'est établir évidemment différents types de partenariats. Je pense ici particulièrement à la coalition avec les parents des milieux populaires qui tient fort à cœur à notre association. Alors, je ne vais pas pouvoir vous développer beaucoup plus ce que CGE fait, mais je vous invite pour en savoir plus, non seulement à vous abonner à Trace, je crois que certains d'entre vous, vous avez peut-être eu l'occasion d'en avoir un et il concerne les sciences humaines. Je vous invite également à aller visiter notre site Changement pour l'égalité, où vous trouverez une série d'informations, d'articles qui peuvent en intéresser plus d'un. Alors, les apéros de l'éducation, quelques mots sur ceux-ci. Alors, les apéros de l'éducation, c'est d'abord et avant tout pour réfléchir ensemble sur nos pratiques. Et ne pas vous dire ce qu'il faut faire, mais bien réfléchir ensemble. Et c'est pourquoi on souhaite bien sûr débattre ce soir avec vous sur cette thématique de la pratique des sciences sociales. C'est également pour pouvoir agir là où nous sommes. Nous savons bien que parfois on dit à quoi bon, on ne peut pas agir sur les structures, etc. Mais en tout cas, on peut agir là où nous sommes. Et peut-être les structures, ça viendra par la suite parce qu'on peut faire mouvement, on peut faire collectif. Ensuite, pourquoi est-ce qu'on a choisi ce thème, qui est un thème évidemment qui peut soit prêter à sourire, soit mettre en colère en se disant que est-ce que dès la maternelle, ne faut-il pas faire autre chose avec les enfants? Vous savez bien, leur apprendre à lire, à compter, etc. Eh bien, pourquoi avons-nous choisi ce thème aujourd'hui? C'est d'une part parce que nous sommes convaincus que organiser la citoyenneté ne peut pas se faire sans outiller à la pratique des sciences sociales, notamment en faisant de la sociologie, en faisant de l'économie politique ou en faisant de la psychologie sociale. Et oui, on peut le faire dès la maternelle et vous verrez que tout à l'heure, nous aurons des récits de pratiques qui vous montreront que c'est tout à fait possible. C'est également mettre des mots sur ce qu'on vit en classe. Les sciences sociales outillent la réflexion qu'on peut avoir sur le vécu de la classe. Et là, je pense que Véronique, dans son expérience, pourra nous en dire plus d'un petit bout. C'est également désamorcer des conflits en essayant de mieux comprendre ce qui se passe, de mieux comprendre les enjeux qui sont autour de la classe pour peut-être un jour comprendre ce qui se passe dans notre société, dans notre pays, voire à travers le monde. C'est également, et là je pense que Anne-France et Sandrine pourront nous en parler également,
c'est aussi de se donner l'occasion de rencontrer des personnes extérieures, de mener l'enquête, de s'étonner de différences qui existent dans notre société. C'est peut-être aller visiter une entreprise, aller voir une association, une ferme, une administration. C'est sortir sur le terrain. Enfin, pratiquer des sciences sociales, nous sommes également convaincus que ça participe à l'émancipation de l'enfant, parce que ça donne sens, entre autres, et ça favorise les apprentissages de base. Et donc là, vous voyez qu'on fait le pont. Ce n'est pas pour ne plus lire, écrire, calculer, parler, écouter, raisonner, mais c'est pour encore mieux le faire. Et c'est de cela, ce soir, que nous allons parler. Et c'est pour ça que je vais donner assez rapidement la parole à deux de nos intervenants. Vous verrez qu'on va avoir deux récits pratiques. Un récit pratique par Véronique Baudranguin. Et ensuite, il y aura un entretien avec Anne-France et Sandrine qui ont mené une expérience à deux dans une classe de 6e primaire. Je leur dis déjà, je serai intraitable sur le timing, et nous avons déjà un peu commencé en retard, mais je peux laisser vos 15 minutes, mais pas au-delà. Ensuite, il y aura une partie théorique avec Jacques, qui est sociologue et didacticien des sciences sociales. Et il n'aura pas plus que 15 minutes non plus, même si c'est pour donner de la théorie, enfin, en tout cas pour faire des liens avec la pratique et la théorie. Voilà. Ensuite, nous débattrons ensemble, en tout cas je le souhaite, et je vous garantis que le débat se terminera autour de 20h. Voilà. Donc, bonsoir. Comme a dit Françoise, je m'appelle Véronique Baudranguin et je vais vous raconter ce qui s'est passé dans ma classe, une situation qui m'a amené à me questionner sur la présence des sciences sociales dans le fondamental. Voilà, donc c'est essentiellement ce que je vais vous raconter, c'est une situation qui se passe essentiellement autour de la notion du genre. Alors, le contexte de cette situation, donc c'est dans une école primaire de la région bruxelloise, et l'indice socio-économique est de 7. Ce qui veut dire deux choses, c'est que la mixité sociale dans cette école, elle est assez acquise pour le moment, et que le titulaire, puisqu'on est dans l'enseignement communal, ne donne pas le cours d'éducation à la citoyenneté. Ce n'est pas moi, je suis titulaire et je ne donne pas le cours d'éducation à la citoyenneté. Alors dans cette classe, il y a 22 élèves, 12 garçons, 10 filles, ce qui signifie que les deux sexes sont représentés de manière équitable. Et enfin, c'est une classe, cette situation, j'ai pu la vivre avec les enfants en fin de 2e primaire et en début de 3e année primaire, donc ce qui signifie que les enfants ont 7-8 ans. Alors, je vais donc vous raconter une expérience de sciences sociales, hein, et je précise sciences sociales plutôt que sciences humaines, parce que pour moi, j'ai vraiment mis l'accent dans cette situation, enfin qui m'a sauté à la figure, hein, c'est pour moi qui ai décidé, vous allez voir, mais, donc on peut faire de l'histoire, de la géographie, des sciences humaines, ou des sciences économiques ou des sciences sociales, et ici l'accent est vraiment mis sur les sciences sociales. Et je pense que des situations qui relèvent des sciences sociales dans l'enseignement fondamental, on en vit quotidiennement et on ne les analyse pas sous cet aspect des sciences sociales. Et donc, c'est ce que je dis, on s'occupe de sciences sociales mais sans le savoir, dans le fondamental. Alors, ce qui s'est passé dans ma classe, c'est un matin, des enfants arrivent et me disent que le soir, en garderie, en dehors du temps scolaire, les accueillantes ont organisé un tournoi de unihoc. L'unihoc, c'est du hockey, mais avec du matériel qui ne blesse pas. Hein. Et une maman entre en même temps dans ma classe et me dit « Oui, je suis étonnée, ma fille m'a dit que toutes les filles agitent des pompons au bord du terrain et les garçons jouent le match. » Alors, vous ne me connaissez peut-être pas bien, mais moi, ça me rend furieuse. Et alors, hors de moi. Et de manière très autoritaire, après une discussion avec les enfants, je dis eh ben, si c'est comme ça, si vous ne faites pas des équipes mixtes, vous ne jouerez pas. Donc ici, on avait des rôles très stéréotypés, les filles pom-pom girls, les garçons qui jouent. Et moi, je dis si c'est comme ça, vous ne jouerez pas. Alors à ce moment-là, les garçons, pas les filles, mais les garçons disent mais ça ne va pas, c'est pas juste ce que tu dis là, parce qu'en plus, on avait laissé le choix. L'accueillant nous a laissé le choix, on a pu choisir, et les filles ont choisi de faire des pompons, et nous on a choisi de jouer. Alors on ne comprend vraiment pas pourquoi tu nous interdis de jouer. Donc là, il s'agissait de choix libre, en tout cas aux yeux des enfants. Alors, à ce moment-là,
je leur explique que leurs choix, en fait, ne sont déjà plus tout à fait libres. Et je parle, et vous verrez que c'est important à la suite, d'une machine dans laquelle ils seraient déjà passés et qui aurait déjà influencé leurs choix. Après ça, les langues se délient un petit peu. Il y a une fillette qui dit « Ben oui, moi je ne savais pas trop ce que c'était que Pom Pom Girl. Maintenant que je sais ce que c'est, ça ne m'amuse pas beaucoup. » Et un garçon dit « Ah ben moi, j'aurais bien voulu faire des pompons, mais il manquait un garçon dans l'équipe et on m'a dit que je devais aller jouer dans l'équipe. » Bon. Vu tout ce qui s'était discuté là, on décide, en tout cas je propose aux enfants, de s'adresser à l'accueillante et de demander à l'accueillante, le soir même, de faire des équipes mixtes. Moi, je m'adresse à la coordinatrice des accueillantes, je lui raconte le problème, elle est très gentiment, elle me traite d'utopiste en disant « Est-ce que tu crois que c'est comme ça qu'on va changer les rôles stéréotypés des hommes et des femmes? T'es bien une utopiste. » Le lendemain, les enfants reviennent en classe et disent que ça s'est passé très très mal, qu'ils n'ont rien pu changer, que l'accueillante n'a pas voulu tout changer et qu'elle leur a répondu, en tout cas mis en évidence qu'ils avaient choisi. Et puisqu'ils avaient choisi, qu'ils devaient respecter leur choix. Alors là, ma position, c'est j'ai dit, bah ok, on respecte cette décision de l'accueillante, que j'imaginais à ce moment-là bien démunie devant il faut tout changer tout à coup le soir même, qui va jouer contre qui et compagnie. Et je propose aux enfants d'essayer de changer ça pour le prochain match du même tournoi qui allait avoir lieu 2 ou 3 semaines plus tard. 2 ou 3 semaines plus tard, les enfants me disent ça y est, on a une équipe mixte, il y a des garçons qui font des pompons et qui font pom-pom boy, et des filles qui jouent au hockey. Et moi, je vais le long du terrain pour voir un petit peu ce qui se passe. Et donc, on est en garderie, et donc les parents viennent rechercher leurs enfants, et sortent les enfants de ce qui est organisé par la garderie. Et une maman arrive et voit son petit garçon agiter des pompons. Et vient avec l'accueillante et dit « Mais ça va pas, hein. Un garçon, ça doit jouer dans l'équipe, ça ne peut pas agiter les pompons. » Voilà devant quoi on se trouve dans l'enseignement fondamental. Alors, dans un premier temps, donc on a beaucoup discuté. On a discuté et je me suis dit, bah, comme je faisais d'habitude, je me suis dit, bah, discuter comme ça c'est bien, c'est bon, on a bien discuté, les enfants doivent avoir un peu compris, voilà. Mais c'était un flou et dans ma tête et certainement dans la tête des enfants. Et donc je me dis qu'il fallait sans doute aller un petit peu plus loin et essayer de donner aux enfants, qu'ils portent un regard réflexif sur ce qui s'était passé et de leur donner peut-être des outils d'analyse de cette situation. Et donc là, on n'est plus dans les sciences sociales, on ne sait pas qu'on en fait, mais là, on sait qu'on en fait. En tout cas, moi, je savais que j'en faisais à ce moment-là et que j'allais essayer de donner des outils d'émancipation aux enfants. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis dans une école où les cours d'éducation à la philosophie et à la citoyenneté, c'est pas moi qui le donne, c'est un professeur particulier spécialisé, et qui m'avait déjà dit « Oh, tes élèves, il n'y a pas de problème, ils acceptent que les garçons mettent du rose, que les filles mettent du bleu, que les filles jouent avec des voitures, que les garçons jouent avec des poupées. » Mais vu ce qui s'était passé, je me suis dit que c'était sans doute pas si simple que ça, et si évident, et dans le discours, peut-être les enfants étaient d'accord, mais dans les faits, ce n'était peut-être pas aussi évident. Et donc, je voulais insister ici sur la force de pouvoir analyser ce qui se passe en classe directement, plutôt que de le laisser dans un cours d'éducation à la citoyenneté et à la philosophie, où les enseignants doivent amener des situations artificielles, plutôt que de partir d'un vécu qui, cette fois-ci en tout cas, avait pris tout le monde au trip, y compris moi. Alors, moi, comment est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai la chance de militer à CGE, donc j'ai contacté quelques personnes qui m'ont donné des petites informations sur les sciences sociales. Et la première chose que j'ai essayé de faire avec les enfants, c'était qu'ils apprennent à se prendre eux-mêmes comme objet d'étude. Alors pour ça, avec des enfants de 6-7 ans ou 7-8 ans, je leur ai fait dessiner, c'est ce que vous voyez ici, chacun a dû dessiner son sport favori, les jouets favoris et les vêtements
les vêtements préférés et aussi leur métier. D'ailleurs, je n'ai pas repris là, mais leur métier futur qu'ils voudraient faire. Et on a analysé ces dessins et on s'est demandé, mais tiens, les sports favoris, c'est pour ça que j'ai mis ça ici, il n'y a que les garçons qui ont mis de la boxe. Les jouets, il n'y a que les filles qui ont parlé des poupées LOL. Et les vêtements préférés, il n'y a que les filles qui ont parlé de jupes. Des jupes. Et donc on s'est demandé un petit peu comment ça pouvait se faire. Alors là, les enfants, leur réponse, c'est normal. C'est normal, c'est des filles, donc c'est comme ça, c'est des garçons, c'est comme ça. Et puis, c'est ce qu'on aime, ça dépend de nos goûts, et chacun fait un peu ce qu'il en suit ses goûts. Et donc, la deuxième chose sur laquelle mon attention avait été attirée, c'est qu'il s'agit de dénaturaliser pour socialiser. C'est-à-dire se dire que c'est peut-être pas parce qu'on est une fille ou parce qu'on est un garçon, c'est pas quelque chose de lié au fait qu'on est une fille ou un garçon, c'est pas nécessairement lié à ses goûts, c'est peut-être quelque chose qui est construit par la société et qui donc limite notre liberté, notamment notre liberté de choix. C'est donc une espèce de fabrication par la société. On a cherché alors qu'est-ce qui pouvait avoir influencé leur choix. Et là, dans des discussions, il y a des choses qui sont venues vraiment intéressantes. Une petite fille, par exemple, qui disait quand c'est à la maison, quand on est à la maison, mon petit frère, il veut tout le temps mettre mes vêtements sur lesquels il y a Hello Kitty. Mais quand maman lui dit va à l'école, alors là, il veut changer, il ne veut plus mettre le t-shirt avec Hello Kitty, il veut le t-shirt avec Batman. Et puis un autre petit garçon qui disait, un garçon de ma classe, qui disait mais moi j'aurais bien aimé avoir un t-shirt à paillettes, là, vous savez, les t-shirts, quand on passe comme ça le nounours change de couleur, voilà. J'aurais bien voulu avoir un t-shirt comme ça, mais le marchand et maman m'ont dit mais non, tu ne peux pas choisir là, c'est le rayon pour les filles. On va choisir ton t-shirt dans le rayon pour les garçons. Et donc là, on s'approchait d'un autre aspect qui est identifier les agents de socialisation. Et les enfants les ont identifiés, en fait, puisque je leur ai demandé à leur décrire qu'est-ce qui, d'après eux, avait pu influencer leur choix de métier, leur choix de vêtements, leur choix de jouets, etc. Alors, je vous cite quelques... Enfin, je vous raconte quelques petites choses. Une petite fille a dit moi, j'aurais voulu faire du judo, mais mes parents m'ont dit que ça, c'était... Les filles ne se battent pas. Un garçon a dit si moi je veux être joueur de football, c'est parce que j'ai vu l'interview d'un joueur de football à la télévision. C'était particulièrement intéressant. Et une autre petite fille a dit moi, si je veux me mettre, je ne sais plus si c'était les chaussures, ou, enfin, ces vêtements-là, c'est parce que je vois les grands dans la cour de récréation qui ont ça. Et donc ils ont déjà identifié là, comme agent de socialisation, la famille, les médias et les pères. Donc c'était pour moi sans aucun effort de ma part, en tout cas sans trop de didactisation de ma part, juste avoir demandé ces dessins et puis conduire un petit peu la discussion sur ces dessins, prendre un peu de recul, dire bon ben maintenant finalement qui est-ce qui nous influence. Je serai 21 secondes plus long. Alors, j'avais considéré à ce moment-là que mon activité Pom-Pom Girl était terminée. Hein, mais pourtant, ce qu'elle a permis de construire dans la tête des enfants, ça a été réutilisé à la fois de manière spontanée et de manière plus didactisée. Alors, de manière spontanée, à l'école, on travaille dans les cercles de lecture et on a fait notamment un cercle de lecture sur la princesse Fine-Mouche. Je ne sais pas si vous connaissez la princesse Fine-Mouche, mais la princesse Fine-Mouche, c'est le contraire du stéréotype de la princesse. Elle a des monstres comme animaux de compagnie, elle ne veut surtout pas se marier et le but c'est essayer de dégoûter tous les princes qui se présentent à la porte de chez elle pour l'épouser. Hein? Et donc l'intention de l'auteur, et c'est pas Melko, c'est dans la majorité de ses romans, de ses albums comme ça, l'intention de l'auteur c'est justement de sortir le personnage de ses aspects stéréotypés. Et là, les enfants ont fait référence tout de suite, ah mais ça c'est une princesse qui n'est pas passée dans la machine, elle n'est pas passée dans la machine, mais c'est difficile. C'est difficile de ne pas passer dans la machine, parce que, et de fait, elle a pas mal d'ennuis avec un certain nombre, même un nombre certain de princes.
Et donc là, c'est plutôt les sciences sociales au service des autres disciplines. Donc ça a aidé à la compréhension de cette histoire. On peut voir dans l'autre sens, donc plutôt les disciplines au service des sciences sociales. Et là, en fait, je me suis dit que j'allais continuer un petit peu quand même le problème des pom-pom girls, mais en demandant aux enfants de se questionner sur pourquoi y a-t-il tant de professeurs féminins et si peu de professeurs masculins dans notre école. Je pense comme dans beaucoup d'écoles fondamentales. Donc, ils ont reçu un tableau avec le nom et les prénoms de chacun des enseignants de l'école. Il a fallu constater dans ce tableau qu'il y avait un déséquilibre. Je leur ai demandé de montrer ce déséquilibre pour que tout le monde le voit le plus facilement possible. Ils m'ont d'abord écrit des énormes chiffres, 35 en très grand, 36 en très grand et 3 en petit. Enfin bon, des choses comme ça. Mais donc on est allé après vers le graphique en bâtonnet, les traitements de données, d'abord avec des briques. Enfin bon, là je ne vais pas vous raconter le tout parce que le temps presse, mais voilà, les enfants savent maintenant lire ce genre d'informations. Les crayer, peut-être pas encore tous, parce que les problèmes d'échelle, évidemment, le 36, là, ça pose problème, hein, mais voilà. Ensuite, il a fallu essayer de comprendre pourquoi c'est ainsi. Alors, pour comprendre pourquoi c'est ainsi, parce que les enfants vivent cette situation, mais ne se questionnent pas dessus, et le fait d'avoir renvoyé ça, ben maintenant, là, ils allaient se questionner dessus, et donc il fallait un petit peu se demander, mais pour comprendre, pour essayer de comprendre pourquoi c'était ainsi. Et donc là, je leur ai demandé en fait d'élaborer une interview et donc d'élaborer des questions. Et donc là, c'est la forme interrogative en 3e primaire. On élabore des questions, et voilà, pourquoi avez-vous choisi ce métier? Avez-vous des bons points à l'école? Vous allez comprendre pourquoi ils demandent ça. Aimez-vous l'école? Aimez-vous les enfants? Aimez-vous votre métier? Pourquoi? D'après vous, pourquoi y a-t-il plus de femmes que d'hommes dans l'enseignement? Je n'ai malheureusement pas encore les résultats de cette interview. Mais bon. Et pour terminer, je voudrais vraiment vous montrer, donc avant d'élaborer l'interview, donc au moment où les enfants ont pris conscience qu'il y avait beaucoup plus d'hommes, beaucoup plus de femmes enseignantes, en discussion, je leur ai renvoyé ces 3 questions-là. Et dans la première, pourquoi y a-t-il si peu d'hommes enseignants dans notre école? Donc les stéréotypes ressortent, parce que c'est un métier pour les femmes et pas pour les hommes aiment bricoler, les femmes s'occuper des enfants, etc. Quelque chose qui est particulier, c'est ce que j'ai souligné là, parce que ceux qui ont inventé le métier d'instit, ce sont des femmes. Ça mérite, enfin, je trouvais que ça méritait peut-être une autre démarche sur d'où viennent les métiers, qui justement les ont mis en place, comment et pourquoi. C'est un autre sujet avec un débat historique. Et puis alors, pourquoi Philippe est-il devenu instituteur? Donc le seul homme, il y a 3 hommes dans l'école, 2 profs de gym et un instituteur. Pourquoi est-il devenu instituteur? Et donc, il a fait mention de la machine, parce que ça l'intéresse et qu'il n'est pas passé dans la machine. Dans les autres, parce que sa sœur était institutrice, ses parents l'ont obligé, sa famille l'a influencé, parce qu'ils sont instituteurs de génération, donc ça c'est l'influence familiale. Parce qu'il n'y a pas assez d'hommes instituteurs, il en manque, il veut prouver que les hommes peuvent aussi être instituteurs. Ça m'a fortement interpellée parce que un des choix de ma profession précédente, c'était un peu pour prouver que les femmes pouvaient non pas être institutrices, mais autre chose. Voilà. Donc, et alors j'ai souligné à nouveau ici, pourquoi est-il devenu instituteur? Parce qu'il avait de bons points à l'école, ce qui de nos jours n'est peut-être pas tout à fait la réalité des choses. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci. On va passer à un deuxième récit pratique avec Anne-Françoise et avec Sandrine. Avec Anne-France et Sandrine. J'ai toujours l'art d'un petit peu écorner son prénom, je dis Marie-France, mais voilà. Anne-France et Sandrine. Voilà, ça marche. Ok. Voilà, alors je pense que plusieurs d'entre vous, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez le magazine Trace et le récit de Sandrine et d'Anne-France est notamment ici, mais vous n'avez qu'une petite partie et on va essayer d'en savoir un peu plus aujourd'hui. Et donc, moi, ma première question, c'est un petit peu d'où vient cette idée de collaborer, d'où vient cette idée d'un moment donné travailler les loisirs avec des enfants de 6e primaire. D'abord, bonsoir. Donc, je m'appelle Anne-France, je suis institutrice dans une école à Scarbeck,
en D+, donc en discrimination positive. Et je travaille en 6e année, mais avec un groupe que j'accompagne depuis la 5e. Donc ça explique un peu le climat aussi et les facilités qu'on a eu à travailler rapidement sur le projet des loisirs. C'est venu de Sandrine, qui a été contactée pour justement avoir un récit pratique pour la revue. Donc c'est pas un projet qu'on a fait en classe et puis qu'on s'est dit tiens ça rentrait bien dans ce cadre-là, ça a été plutôt créé comme ça. Et la collaboration elle s'est faite parce que Sandrine et moi on s'est connus aux études et que depuis on est amis et du coup ça facilitait un peu le travail. Voilà, donc moi je suis assistante de formation et je suis venue avec ma casquette secrétaire de rédaction de Trace. Et alors on a fait le lien parce que les élèves l'année d'avant, au dernier conseil au mois de juin, avaient dit à Anne-France qu'ils aimeraient bien travailler sur leur talent. Et d'autre part, ils avaient aussi fait une enquête sur la consommation dans l'école. Donc on s'est dit, on va continuer dans le sens de l'enquête. Alors, moi, quand j'ai vu votre expérience, je me suis dit, travailler sur les pratiques culturelles, sur les loisirs, Bourdieu l'a fait à son niveau à lui. Et donc, je me dis, tiens, comment est-ce qu'on met un tel dispositif avec des enfants de 6e primaire? Comment est-ce qu'on pratique cette démarche de recherche beaucoup passionnément à la Bourdieu? On s'est appuyé donc sur une démarche qui était dans ce livre-ci, qui est pour le secondaire, et où il y a toute une démarche sur les loisirs. Et donc il y avait un texte de Bourdieu que Jacques avait déjà simplifié. Et donc on s'est dit, on va essayer, on va commencer par ça. Et on s'est dit que c'était possible. Et donc on s'est lancé. Et donc on est parti simplement avec des images, en leur posant la question, qu'est-ce que vous faites en dehors de l'école? Donc ça c'était une première approche. Et puis après, on a utilisé un livre qui s'appelle Pratiques culturelles, qui est destiné aux adultes, où il y a des témoignages de gens qui, grâce à leurs pratiques culturelles, ont eu un parcours de vie différent s'ils n'avaient pas eu ces pratiques culturelles-là. Et donc on a sélectionné 6 témoignages qu'on a aussi simplifiés, parce que c'était des textes qui étaient écrits pour des adultes. Et on leur a donné à lire. Les textes étaient structurés tous de la même façon, et donc il y avait chaque fois un chapeau avec des informations sur la personne, et puis un texte où il y avait des extraits de témoignages des personnes et les auteurs qui prenaient la parole. Et donc on a travaillé à partir de ces textes-là, en leur demandant d'abord quelles informations sur les personnes c'était nécessaire d'avoir, de garder comme trace, et puis, dans les récits des personnes, d'imaginer les questions qu'on leur avait posées. Donc de changer de place et de se mettre à la place de celui qui avait posé les questions. J'imagine que l'expérience a continué. Alors, à ce moment-là, on a créé un questionnaire parce que les enfants se demandaient ce qu'on allait en faire. Et ils ont compris donc qu'on allait créer le questionnaire. Et donc, on a travaillé vraiment avec des tas de bandelettes en imaginant donc les questions qu'on aurait pu poser à ces personnes pour qu'ils répondent, pour qu'ils disent ce qu'ils disaient dans le témoignage. Donc là, on s'est retrouvé avec une centaine de bandelettes, je pense, dans tous les sens. Et à partir de là, on a créé ce questionnaire. Donc il a d'abord fallu les trier et en sortir vraiment les questions nécessaires, les questions informations sur la personne et puis les questions qu'on pouvait poser en plus de cela. Et une fois que le questionnaire a été créé, on s'est dit qu'eux allaient aussi répondre à ce questionnaire et on allait interviewer aussi un adulte. C'était difficile de s'imaginer quand même de répondre seul. Il faut s'imaginer aussi que dans la classe, il y a une majorité d'élèves qui n'ont pas la langue française comme langue maternelle. Et donc, on a fait des enquêtes, mais entre eux d'abord. Donc, ils se sont interviewés entre eux. Et à chaque fois, on pouvait se retrouver au coin salon et discuter de ce qui avait été facile ou difficile dans l'entretien. Et on se donnait des petites pistes pour pouvoir après
le transférer et l'utiliser avec un adulte en face de soi, parce qu'on se rendait bien compte que c'était difficile de poser une question et d'en garder des notes et de rester attentif à ce que la personne nous disait et de pouvoir après redire ce qui avait été dit. Donc on a construit un petit mémo avec des petites pistes pour s'aider. Et ben voilà, ça c'était déjà très riche. Ils sont partis avec leur questionnaire pour le faire avec un adulte, en gardant bien à l'esprit que finalement, faire une enquête, c'était pas juste poser des questions et amener des réponses, mais c'était de créer vraiment un échange et de pouvoir montrer qu'on était à l'écoute et l'être vraiment. Et donc après ils sont rentrés en classe avec les résultats, donc leur enquête faite, et on a analysé un petit peu toutes les données. Qu'est-ce que je peux encore en dire? Qu'il y avait beaucoup de certitudes qui avaient été ébranlées à ce moment-là, parce qu'ils s'étaient rendus compte que les loisirs, pour eux, ils ne savaient pas trop bien ce que c'était. Ils avaient appris à mettre des mots dessus. Et en même temps, ils avaient découvert qu'ils avaient appris à mieux connaître leurs parents, parce qu'à la base, on n'avait pas voulu les obliger à interroger leurs parents. Mais on s'est bien rendu compte que, mis à part un prof de flamenco ou un animateur scout, ils avaient été vers leurs parents. Et c'était riche de voir qu'ils ramenaient des choses qu'ils avaient eux-mêmes découvertes, même pour la famille. Et donc nous, ça nous permettait aussi d'un peu entrer dans cette relation finalement qu'on a du mal à créer, je trouve, avec les parents, la famille, l'enfant, l'école. Et là, on mettait un peu le doigt dessus. Donc voilà, ça c'était une part importante du travail. Est-ce que vous pouvez mettre l'accent sur en quoi le fait d'avoir pratiqué cette démarche, ça a renforcé, tu as déjà un tout petit peu amorcé, mais en quoi est-ce que ça a renforcé ou encore mieux apprendre à écrire, à lire, à calculer et donc voir que pratiquer des sciences sociales, ce n'est pas ne plus faire du français, ce n'est plus ne plus faire du calcul, etc. En tout cas, on faisait... Les maths, ça, Anne-France a fait en dehors de moments de travail, on travaillait à deux, donc elle a pu travailler les pourcentages, toutes sortes de choses. Et par rapport à la langue, là, elle devient fonctionnelle, puisqu'on a besoin de la langue d'abord pour poser des questions, donc ça, c'était un gros travail. Dans la lecture des textes, pareil, par exemple, tout ce qui est typographie, généralement, c'est pas quelque chose sur lequel on met fort l'accent. Et là, pour s'y retrouver dans le texte et voir quand c'était les auteurs du livre et quand c'était les témoins qui parlaient, il fallait être attentif à ça. Quand on a fait le tri des questions, évidemment, il y avait plein de questions qui se ressemblaient. Et du coup, on a dû aborder la conjugaison. Est-ce qu'on va tutoyer, vous voyez? Ça dépendait du lien qu'on avait avec la personne qu'on allait interviewer. Il y avait aussi des questions un peu gênantes. Donc par rapport au travail, parce que voilà, c'est pas parce qu'on a un métier qu'on a un travail, et que c'est quand même un milieu assez défavorisé. Et donc là, voilà, on a pris la mesure de ça avec eux, et donc ils voyaient bien les questions qui étaient plus sensibles. Et alors évidemment la question du genre, parce que dans les informations des personnes, il y avait le sexe, donc ça fait toujours bien rire, surtout quand ils sont en 6e. Et là, oui, évidemment, il ne fallait pas le demander, on le voyait, donc il suffisait de l'écrire. Enfin, c'est des petits détails, mais des choses qui se vivent. On est obligé d'en faire quelque chose. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit fabriquer, quoi. Donc lecture, écriture, grammaire, conjugaison, vocabulaire. Et aussi, on prenait vraiment le temps, chaque fois qu'on avait une séquence de travail, à la fin, on terminait, on disait qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a appris. Et je pense que ça a aidé aussi à soutenir les apprentissages. Et d'ailleurs, la seule fois où on n'a pas fait, on a juste dit qu'est-ce qu'on a appris, on a vu dans les réponses des élèves que c'était moins riche, mais aussi peut-être parce que là c'était à l'écrit, alors que souvent c'était oralement qu'on en discutait. Et par rapport aux différences de niveau de langue dans la classe, on parle toujours de pédagogie différenciée, tout ça. Par exemple, le nombre de textes lus par rapport au témoignage, voilà, c'était chacun selon son niveau à lecture, qui en disait 1, 2, 3 ou 4.
est-ce que vous avez observé une différence entre avant et après? Est-ce que cette pratique, a amené quelque chose de neuf dans le climat de la classe, dans la relation avec les élèves? J'ai entendu entre vous qu'il y avait quand même quelque chose qui rapprochait au niveau relationnel, mais... Oui, dans la classe, ça continue encore à parler de loisirs. Enfin, ça commence à parler de loisirs, parce qu'avant, le projet, ils n'en parlaient pas. Donc maintenant, ils en parlent. Mais aussi pendant les cours, quand on fait maintenant, parce qu'il y a eu une suite après, on s'est tourné vers les grands-parents. On a fait une enquête auprès des grands-parents pour leur demander quels étaient leurs loisirs à l'âge qu'ils avaient eux-mêmes. Et après, on a classé tout ça. On a fait donc des classements de loisirs et ils faisaient le parallèle que c'était difficile de classer des loisirs, alors que quand on classait des triangles, c'était beaucoup plus facile parce que les critères, ils étaient on classait selon les angles ou les côtés, et que finalement le loisir, on essayait de les classer à l'extérieur, à l'intérieur, mais bon, on pouvait le faire aussi à l'extérieur. On était souvent entre les deux finalement, ou bien on n'avait pas le même critère. Tu peux donner des exemples concrets, par exemple, des loisirs, à l'extérieur ou à l'intérieur? Par exemple, il disait le football, c'est forcément au début c'était à l'extérieur. Et puis on avait tellement émis d'hypothèses de pourquoi est-ce que les grands-parents faisaient tel loisir et pas nous. On était tout le temps dans les hypothèses, qui commençaient à douter de tout. Et finalement, il y en a qui disaient non, le foot, je peux le faire à l'intérieur. Quand on discutait, c'est un loisir collectif ou individuel. Ah oui, couture, ma grand-mère, elle faisait ça, mais c'est individuel. Ah non, attends, elle le faisait toute seule ou elle le faisait avec... Ah, alors c'est différent. Si on le faisait à plusieurs, on va à un atelier couture où on est seul à la maison... C'était toujours, on avait plein de doutes. On les mettait constamment en doute et en débat. Et ça, il n'y avait pas à ce point-là avant, du débat comme ça tout le temps. Ils se rendaient compte que, une personne, un des parents avait commencé la danse à 33 ans, et il y en a un qui a dit, non, on ne commence pas un loisir à 33 ans, surtout la danse, c'est pas possible. Et ça mettait toujours des questions, des nouvelles questions, sans arrêt. Et donc ils se sont aperçus aussi que les grands-parents avaient peut-être moins de temps de loisirs que peut-être eux. Tout à fait, il y avait la part aussi des grands-parents qui travaillaient et qui finalement, ça se confondait un peu, le loisir et le temps contraint et le travail. Est plus important que le temps choisi. Oui, il y avait ça aussi. Alors, vous vous êtes lancé, j'ai bien vu qu'on avait fait référence au manuel de pratique des sciences sociales. Est-ce que, par exemple, en formation initiale, moi je ne connais pas du tout le milieu des instituteurs, donc est-ce qu'en formation initiale, on vous a initié à ce genre de pratique? Et sinon, est-ce que vous pourriez peut-être avoir une demande alors, pour les formations continuées ou... Non, on n'a pas du tout été formé à ça. Et oui, c'est clair que, je sais pas, maintenant peut-être qu'on est vieille et que maintenant il y a ça dans le programme, j'en sais rien, mais ce serait bien d'avoir évidemment un cours de sociologie. Mais il faut en tout cas peut-être aussi oser, parce que même si on n'a pas la formation, finalement, je me suis rendu compte en faisant ce projet que si on a des pistes, si on a des aides, si on n'est pas seul, moi j'étais avec Sandrine, on avait Jacques aussi, vers qui on se tournait sans arrêt, ça permet de se lancer et on arrive quand même à faire des choses qu'on ne soupçonnait peut-être pas, même si on n'a pas été formé pour. Les 15 minutes sont déjà passées. Juste revenir sur le texte de Bourdieu, parce que dans ce texte-là, il y a vraiment des apprentissages au niveau de tension en sociologie, et on se disait, comment on va faire? Et en fait, on leur a juste demandé une phrase qu'ils comprenaient bien et une phrase qu'ils ne comprenaient pas bien. Et puis on a mis en débat. Et c'est une façon... Enfin, moi, j'ai travaillé longtemps dans l'enseignement spécialisé et je n'osais pas vraiment parler de ça avec mes élèves. J'étais un peu... et je me dis qu'en faisant des sciences sociales, on apprend aux enfants à se situer dans la société. Et par rapport aux inégalités, par exemple, et par rapport au choix des loisirs, ça, ils ont bien compris que les choix n'étaient pas si libres, comme Véro l'a dit tantôt, par rapport au genre. Et je pense que ça, c'est vraiment important de le faire, d'être fondamental et de ne pas s'en rendre compte à 25 ans qu'on est dominé et que c'est bien de commencer le chemin plus tôt. C'est bien pour ça qu'on a parlé d'émancipation. Merci beaucoup pour ce récit et cette expérience que vous pouvez retrouver, donc je le redis, ainsi que l'expérience de Véronique dans le Trace.
Voilà, donc l'idée c'est de se poser finalement deux questions à partir de ce qu'on vient d'entendre. Est-ce que faire des sciences sociales dès 3 ans, bon, on a commencé en deuxième primaire, mais on aurait pu avoir aussi des récits en maternelle, entre autres sur les loisirs de mamie, un peu la même chose que ce qui était raconté là, donc c'était fait en 3e maternelle. Donc l'idée c'est de se poser, tiens, dans le tronc commun, dès le début du tronc commun, est-ce qu'il est possible de faire des sciences sociales et est-ce qu'il est souhaitable de faire des sciences sociales? Et donc, une première question sur quelles conditions finalement est-ce qu'il faudrait réunir pour pouvoir faire des sciences sociales au début du tronc commun. Et la question qui a été posée, est-ce qu'il faut une formation particulière? En sachant que, comme on vient de le dire, les enseignants qui sont en place n'ont pas eu cette formation particulière. Est-ce que cette formation de la sciences sociales est indispensable pour se lancer ou pas? Donc évidemment, vous aurez compris que notre position, c'est de dire que non, il n'y a pas besoin en tout cas dans un premier temps, il n'y a pas besoin d'une formation spéciale, ce serait mieux si on l'avait, mais en tout cas qu'on peut y aller. Et donc, est-ce que c'est possible? Donc, voilà, j'ai dit déchauser, parce que vous allez voir après, j'ai quatre choses qui commencent par D, hein, donc démettre, démoraliser, démarcher, débrancher. Et donc, je crois que la première chose, c'est de se démettre. Ça veut dire quoi, ça? Ben, ça veut dire qu'il s'agit d'oser ne pas savoir, ce qui, finalement, à l'école, se fait peu. À l'école, en général, le prof pose des questions aux élèves dont il connaît déjà la réponse. C'est le principe même de l'enseignement, on peut le regretter, mais c'est comme ça. Et donc, les enseignants qui se lancent dans une activité dont ils ne connaissent pas eux-mêmes l'issue et la réponse à étudier pour l'interrompre, hein, c'est assez rare. Or, je crois que c'est pourtant intéressant de se lancer, d'oser démarrer sans savoir, accepter de chercher avec les enfants, ça me semble fondamental, et de montrer aux enfants le plaisir qu'on a à chercher avec eux, permettre toutes les questions, hein, donc vous avez entendu, et accepter toutes les hypothèses. Ce qui n'est pas toujours évident, hein, vous avez vu toutes les hypothèses que Véronique a listées en fin de son exposé, qu'elle n'a d'ailleurs pas présentées comme des hypothèses. Ça me semble par exemple important de mettre le mot dessus, et de dire ce sont des hypothèses. Et d'accepter, d'accepter que des hypothèses, pour des enfants, ça peut parfois être farfelu. Mais ça n'est pas grave que ce soit farfelu pour autant qu'on mette en place une démarche pour voir si elles sont valides ou pas valides. L'essentiel de la démarche scientifique, c'est bien ça, c'est faire des hypothèses et les valider ou les invalider. Et donc, d'entrer dans cette logique-là avec les enfants, ça me semble évidemment fondamental. Et donc, permettre toutes les questions, accepter toutes les hypothèses, et on rejoint un peu le deuxième panneau, là, qui est se démoraliser, c'est-à-dire accepter de ne pas avoir une morale à la fin de l'histoire. Parce qu'à l'école maternelle, par exemple, on lit un album, et il y a presque toujours une morale, il faut terminer par une morale. Vous avez vu aussi dans l'exposé de Véronique qu'elle a beaucoup de mal elle-même à se démoraliser, hein, parce qu'elle aimerait bien faire passer sa morale féministe. Faire des sciences sociales, c'est pas faire la morale féministe. Hein. Faire des sciences sociales, c'est essayer de comprendre. Donc, s'interdire les jugements de valeur, permettre les remises en question, les encourager, évidemment, et se dire qu'on est là pour apprendre à penser librement et pas apprendre ce qu'il faut penser. Et c'est pas une erreur orthographique. Hein. Parce que continuellement, on demande aux enseignants, lorsqu'ils apportent ce genre de choses, de penser toutes les plaies qu'on considère comme des plaies de la société. Et donc, les femmes n'ont pas la place qu'elles méritent, et donc il faut penser cette erreur, et donc on va faire de la morale féministe, ce que j'imagine se fait dans le cours d'éducation à la citoyenneté, en termes de discours, ce qui, tout le monde le sait, ne sert à rien. Ce que je fais pour le... donc voilà. Accepter donc de ne pas être le maître et de s'embarquer sans savoir et de chercher avec les enfants. Accepter ce qui nous apparaît immoral. Ne pas le condamner, ne pas le renforcer non plus évidemment, mais se dire on va essayer de comprendre de quoi il s'agit. D'où ça vient? Quelle est la machine? C'est quoi la machine qui a produit ça? Il me semble beaucoup plus émancipateur de comprendre la machine qui a produit ça que de dire non, les filles, là, c'est interdit de faire le pom-pom-girl, c'est les garçons qui vont faire le pom-pom-boy. Ça ne me semble pas nécessairement productif. Encore que, bien sûr, tout dépend de la façon dont ça se fait dans la classe. Et Véronique peut se
permettre, je crois, d'interdire aux enfants d'avoir cette position-là, parce qu'il y a une telle confiance avec les enfants qu'ils ne se sentent pas, comment dire, remis eux-mêmes en question à travers cette affirmation ou cette interdiction. Donc, ne pas jouer au maître, ne pas faire la morale, et accepter de débrancher, c'est-à-dire accepter de se dire, tiens, maintenant, je ne suis pas en train de faire une leçon de grammaire, maintenant, je ne suis pas en train de faire une leçon d'histoire, maintenant, je pars de la vie, je pars du monde, et donc, évidemment, qu'à l'école fondamentale, on va partir de ce qui arrive en classe. Et ce qui arrive en classe est tellement riche qu'on peut faire des sciences sociales tous les jours, toutes les heures, c'est tout le temps qu'il y a matière à faire des sciences sociales. Et donc vraiment partir de là, partir de la vie des gens, du monde, essayer de les comprendre à l'aide de l'histoire. Hein. On a vu, Véro disait, ce serait une poursuite à faire, hein, de se demander qui c'est qui a inventé le métier d'enseignant, si c'est bien une femme qui a inventé le métier d'instit, hein, et donc de faire de l'histoire à partir de là. Mais c'est aussi faire de la géo, c'est faire évidemment du français, des maths, etc., et des sciences sociales. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, toutes les disciplines concourent à la même chose, c'est-à-dire à une meilleure compréhension du monde, à une meilleure compréhension de soi dans le monde, et donc, à mon sens, à l'émancipation. Alors évidemment, il ne suffit pas de ne plus être maître, de ne plus faire la morale et de partir de la vie. C'est sûr qu'il y a quand même des connaissances à aller chercher. Mais là, c'est l'idée de démarrer, et puis après, on cherchera, quoi. Et aller, depuis 15 ans, on a quand même une chance exceptionnelle, enfin, depuis une quinzaine d'années, on trouve tout sur la toile. Et il faut accepter, par exemple, le gros péché, hein, vous avez plein de profs qui disent « interdit d'aller sur Wikipédia ». Ah non, pas interdit. Moi, j'ai passé une série de concepts sociologiques dans Wikipédia, c'est pas si mauvais que ça. Hein. Et donc l'instit qui veut connaître la différence entre le genre et le sexe, eh bien, c'est pas très compliqué, il va trouver et il va pouvoir travailler ce que Véro a fait, c'est quoi le genre et en quoi est-ce que le sexe est un cache-genre. Voilà, donc tout ça, c'est travaillable. Et on va pouvoir tenter de théoriser quelques concepts de base à partir de là, comme ça vient d'être présenté ici. Voilà, donc c'est possible à ces 4 conditions-là, pour moi, me semble-t-il. Alors, voilà, donc la dia complète, je ne m'arrête pas trop, sinon je vais me faire rappeler alors par Françoise. Est-ce que c'est souhaitable maintenant? Est-ce que c'est souhaitable? Autrement dit, qu'est-ce qu'on va apprendre à travers ça? Alors, je propose de distinguer, on va apprendre des attitudes. Et ça, évidemment, c'est pas chouette, ça, parce que les prescripteurs, ceux qui sont en train de faire le référentiel, ils ne vont pas mettre des attitudes dans ce qu'il est nécessaire d'apprendre à l'école. Pourquoi? C'est très facile, les attitudes, ça ne s'évalue pas. Et on sait, PISA ne va pas pouvoir faire une évaluation des attitudes apprises à l'école. Donc du coup, puisque ça ne s'évalue pas, ça ne s'enseigne pas, ça ne se pratique pas à l'école. Or, ça me semble pourtant fondamental de travailler les attitudes. Et donc je crois qu'en faisant des sciences sociales à l'école, on va travailler ces 4 attitudes-là, je vais revenir dessus évidemment. Et puis aussi, on va travailler les apprentissages de base. Donc ce n'est pas sacrifier les apprentissages de base aux sciences sociales, c'est tout le contraire, valoriser les apprentissages de base à travers les sciences sociales, je vais y revenir. Alors l'attitude ethnologique, c'est quoi? Eh bien, c'est d'abord faire l'ethnologue, se faire soi-même l'ethnologue dans sa propre classe. Pourquoi? Parce que tout le temps dans la classe, il se passe des choses, comme je disais tout à l'heure. Et donc de faire l'ethnologue dans sa classe, c'est-à-dire de regarder sa classe avec un regard, avec le regard de l'ethnologue qui débarque dans une société qu'il ne connaît pas, totalement extérieure à la sienne, et cette attitude ethnologique, c'est d'essayer, non pas de comprendre l'autre. Les ethnologues n'ont jamais essayé de comprendre l'autre. Qu'est-ce qu'ils ont essayé? Ils ont essayé de se comprendre, de nous comprendre à travers l'autre, à travers la différence, à travers le contraste, essayer de comprendre la différence, de partir de la différence. Et donc cette différence de genre, par exemple, de loisir, par exemple, elle est présente dans la classe. Et donc on peut commencer par s'étonner de cette différence et essayer de comprendre cette différence. Ça suppose de se décentrer. Et c'est une attitude fondamentale de se décentrer. D'apprendre à écouter. Hein. Donc Anne-France a dit dans l'interview, là c'était important, de nouer une vraie relation.
Hein, parce qu'une interview de sciences sociales, c'est pas un interrogatoire de police. Hein. Les gens qui jouent au sociologue en commençant, ils croient qu'un questionnaire, c'est un questionnaire de police. Non, c'est nouer une vraie relation et apprendre à bien entendre, à bien écouter, etc. C'est-à-dire se décentrer de son propre point de vue pour entendre le point de vue de l'autre. Pour moi, ça, c'est fondamental. C'est, d'une certaine manière, devenir acteur critique de sa propre socialisation. Ce que Véronique a raconté, la machine, c'est les agents de socialisation, la famille, les médias, les pères. Les gosses, ils sont en train de mettre tout ça en question et de reprendre du pouvoir sur leur propre vie en devenant acteurs de leur propre socialisation dans la classe avec les autres. C'est quand même une émancipation, pour moi, assez fondamentale. Et donc, ça suppose d'interroger ses propres représentations à travers la décentration. Voilà une attitude qui, pour moi, est vraiment importante. La suivante est importante aussi, évidemment, et d'abord de distinguer ce qui est de l'ordre de la relation humaine et du rapport social. Donc, quand Véronique et Jacques sont assis l'un à côté de l'autre et discutent, c'est une relation humaine. Mais derrière cette relation humaine, il y a toujours nécessairement, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, un rapport social. Véronique est une femme, je suis un homme, et donc il y a là un rapport social qui est derrière la relation humaine. Comprendre ça avec les enfants me semble important. Et donc d'arriver à comprendre les points de vue en fonction de la position dans un rapport. Donc il n'y a pas que la relation humaine. Derrière la relation humaine, il y a la position que chacun a dans un rapport qui est donné et qui malheureusement a été façonné dans la société et a tendance à se reproduire. Les rapports hommes-femmes, ils ont tendance à se reproduire, à être les mêmes pour tous les hommes et toutes les femmes, indépendamment de leur relation humaine. Et donc d'arriver à comprendre que les points de vue, ou les choix, les fameux choix libres, ils ne sont pas naturels, ils sont construits, et ils sont construits parce qu'on occupe chacun une position dans un rapport. Et donc, ça, travailler ça, et évidemment un rapport social qui inclut la domination. Il y a très peu de rapports sociaux qui sont symétriques. La plupart des rapports sociaux sont complémentaires, comme on dit, c'est-à-dire avec une position haute et une position basse. Travailler ça, creuser le rapport entre les acteurs et les structures. Ce sont les structures qui ont mis en place ces rapports sociaux de domination. Mais moi, acteur, j'y suis soumis à la fois, je suis totalement dominé par ça, et je suis soumis à ça, je ne suis pas libre. Mais en même temps, si j'en prends conscience, si je travaille ça avec les autres, je deviens responsable de ce rapport social, et je deviens responsable dans le sens de pouvoir contribuer à sa transformation. Voilà pour moi l'attitude sociologique qui est travaillée comme ça dès l'école primaire. Et il me semble que ce qui a été montré aujourd'hui va vraiment dans ce sens-là. L'attitude dialogique. Comme on est condamné à être dans des rapports sociaux, forcément, dans ces rapports sociaux, on est obligé à la fois de coopérer, sinon il n'y a plus de société, mais aussi d'entrer en conflit, parce que dans le rapport social, on occupe des positions différentes, et on a des intérêts différents. Et il va falloir arbitrer ces intérêts différents. Et comment arriver à arbitrer ces intérêts différents, à sortir du conflit par le résoudre, mais en tout cas à y répondre d'une certaine manière, comment aller au-delà du conflit et de continuer à coopérer tout en reconnaissant la divergence d'intérêts, comment faire si ce n'est en reconnaissant à l'autre, dans la position qu'il occupe, une rationalité et une légitimité qui est fondateur du débat démocratique. Je ne peux entrer dans le débat que si je reconnais à l'autre de la rationalité et de la légitimité à son point de vue, sinon je ne peux pas dialoguer. C'est ça l'attitude dialogique, et c'est comprendre que si l'un veut la liberté et l'autre l'égalité, chacun a ses raisons de vouloir l'un et de vouloir l'autre, que c'est légitime de vouloir l'un et de vouloir l'autre, mais que malheureusement c'est concurrent, contradictoire, et qu'il va falloir trouver un arbitrage si on veut continuer à vivre ensemble. Et donc de travailler ça à travers les sciences sociales et de reconnaître à l'autre la légitimité et la rationalité va permettre de débattre ce qui, de nouveau, me semble important. Attitude scientifique. Alors la difficulté, c'est de ne pas se mettre à argumenter contre les positions qu'on entend. L'enseignant, il va souvent faire ça. Il va se mettre à argumenter. Donc, les filles vont me faire pom-pom girl. On va se mettre à argumenter pour leur dire qu'elles ne doivent pas faire pom-pom girl. Or, il ne s'agit pas d'argumenter contre l'autre pour avoir raison contre lui, mais il s'agit d'élucider ensemble, c'est-à-dire de pousser au doute à la remise en question.
et de continuellement résister à nos tentations normalisatrices et moralisatrices. Les enseignants sont des animaux particulièrement normalisateurs et moralisateurs. Et donc c'est important d'essayer de sortir de ça, sinon on ne pourra pas faire des sciences sociales. Et donc à partir de là, de pratiquer la méthode de recherche scientifique, c'est-à-dire des hypothèses. Faire des hypothèses, se poser des questions, et vous l'avez entendu, dans les deux cas ça a été fait, se poser des questions, faire des hypothèses, et puis mettre en place une investigation qui va permettre de vérifier, de valider ou d'invalider ces hypothèses. Alors, dernière chose, oui, pardon, les apprentissages de base, ce sont pour moi d'abord les apprentissages citoyens de base. Les apprentissages citoyens de base, ce sont bien pour moi l'attitude ethnologique, l'attitude sociologique, l'attitude dialogique et l'attitude scientifique. Mais en même temps, bien sûr, on fait les apprentissages de base plus classiques, c'est-à-dire on fait du français et pas qu'un peu, et on fait du français pour du vrai, avec du sens, et on fait des maths pour du vrai, avec du sens. J'espère que vous êtes persuadés par les deux récits de pratique qui ont été faits. Voilà ce qui est pour moi souhaitable. Donc pour moi c'est possible et souhaitable. C'est fort possible et c'est très souhaitable. Voilà. Et on en parle tout de suite après.